Bonjour à tous. Je vous propose de faire une petite rétrospective, un petit bilan de l'année 2021 avec AI Marketing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette année? De mon point de vue, il y a eu 5 événements majeurs au niveau d'AI Marketing qui permettent un peu d'avoir une lecture sur cette année un peu chaotique, je dirais. Le premier, ça a été, de mon point de vue, la publication de la feuille de route en début d'année. Ensuite, il y a eu la suspension des paiements en CB avec d'Apple Pay, de Google Pay, de Payer et Perfect Money. Ensuite, nous avons connu le blacklistage de triste mémoire. Et puis, malgré tout ça, le redémarrage des robots qui s'est opéré vers la fin du mois d'août. Et puis, tout dernièrement, une fois que tout ça s'est remis en route, on a eu la restauration du module de paiement en CB. Et je trouve que ces 5 événements permettent d'avoir un peu une vision d'AI marketing. Concernant la feuille de route, on peut dire qu'ils n'ont tenu qu'une seule projection de cette feuille de route qui a été la précommande des cartes cashback. Parce que celle-là, ils l'ont bien mise en œuvre, et elle s'est bien effectuée, il n'y a pas eu de souci. Et puis je dirais que pour le reste, il y a eu des événements contextuels, c'est-à-dire qui ne dépendent pas d'eux. Et je pense notamment, par exemple, au report et l'annulation de la conférence cashback, qui au début était prévue au mois de juin, puis après a été reportée au mois d'août, et puis finalement a été donc reprogrammée fin janvier 2022. Donc ça, ce sont bon, on peut pas leur reprocher puisque ben, c'était le contexte, hein, c'était la Covid, etc. Et bon, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir fait ça. En revanche, il y avait des choses qui étaient non contextuelles qu'ils avaient dit qu'ils feraient et en fait, ils ont rien fait en fait. Et ce qui est très étonnant, c'est que bon, tout ça, ça s'est passé pendant le premier semestre. Vous voyez, puisqu'ils avaient annoncé ça au T1 et au T2, parce que, par exemple, la précommande des cartes cashback aurait dû être prête au mois de juin au départ, et c'est-à-dire bien avant le blacklistage. Voilà. Et à la place de tout ça, de cette feuille de route, mais ils ont travaillé sur quoi? Sur la suspension des paiements en CB pour soi-disant travailler sur leur propre module de paiement. Et puis est arrivé le blacklistage. Bon, je ne rentre pas dans les détails, tout le monde sait quelles en ont été les conséquences. Et malgré ça, malgré ce blacklistage, ils ont réussi à redémarrer les robots. Si si j'ose dire, l'effet positif du blacklistage, c'est qu'on a quand même pu voir une capacité de leur part à réagir, donc à avoir une plateforme propriétaire, et la capacité à contourner les blocages en fait. Et marketing, je trouve qu'à ce niveau-là, a été, parce que ils ont mis à peu près un mois et demi, ont été assez réactifs et ont réussi face à ce blacklistage qu'ils n'avaient pas prévu, à réagir et à redémarrer tout le système. Et puis, donc, une fois le robot redémarré, on a eu dernièrement, il y a à peu près un mois et demi, donc la restauration des paiements en CB, en gros du module de paiement et de retrait en CB. Et ben, comme vous le savez, hein, ça a entraîné un peu un chaos, hein, le blocage des retraits et des dépôts, les retards d'intégration de la balance, du retard dans les campagnes et puis aussi au niveau du rendement, le blocage au niveau des PRTN avec un fonctionnement très aléatoire. Voilà, voilà un peu, de mon point de vue, les principaux événements de qui se sont passés avec AI Marketing. Comme vous pouvez le constater, c'est assez coloré en fait, et on voit qu'il y a beaucoup de rouge, quoi. Le rouge, ben, c'est les problèmes. Alors, face à tout ça, quand on regarde un petit peu, on peut quand même s'interroger sur tout ça quand on fait du lien avec tout ça. La première interrogation, c'est ben, pourquoi avoir publié une feuille de route? Puisque finalement,
on voit que même bien avant que le blacklistage, en fait, la feuille de route, ils l'ont pas beaucoup suivi. Et à la place de ça, ben ils ont fait quoi? Ils ont surtout travaillé sur le module de paiement. Souvenez-vous que ils disaient qu'ils voulaient parce qu'il y avait trop de frais, etc. quoi. Alors, moi je dis mais pourquoi avoir publié donc une feuille de route pour travailler sur autre chose que la feuille de route finalement? Au niveau du blacklistage, ça fait bientôt 5 mois, on fait 5 mois, même on ne sait pas où on en est, quoi. On n'en parle plus. Il n'y a plus de nouvelles, on ne sait pas ce que ça devient. Au départ, souvenez-vous, c'était quelque chose qui, de leur point de vue, en tout cas du point de vue de leurs avocats, était facile à régler. À la sortie, bon, on récupère avec parcimonie vraiment notre nos gains, hein, et que ça va être long et donc voilà, le blacklistage, on n'a plus de nouvelles. Voilà. Ils n'ont jamais donne pas d'explication et peu de nouvelles. C'est on ne sait pas, c'est bloqué, etc. Enfin bon. Et puis, ben, l'autre interrogation, c'est pourquoi avoir supprimé d'abord et pourquoi revenir en fait au module de paiement par CB, parce qu'ils l'ont quand même supprimé au cours du T2 et ils y reviennent maintenant. Il y a de quoi s'interroger. Qu'est-ce qui fait que ben, ils ont besoin de revenir à ce module de CB, quoi. Ils ont jamais justifié ça. Et puis l'autre question aussi, moi qui me pose que je me pose, c'est ok, mais pourquoi est-ce un problème d'intégrer maintenant quelque chose qui fonctionnait au deuxième trimestre, quoi, puisque tout ça, ça fonctionnait bien. Bon, ok, ils l'ont désactivé, mais pourquoi ça crée un tel chaos de le remettre en place? Enfin, concernant ben, tout le blocage actuel, hein, des retraits, des dépôts, les retards, bon, ben, je vous fais grâce de tous les atermoiements et des prédictions de ce fameux Eugène. Voilà, ça peut prendre 2, 3 jours comme de week-end. Les 2 week-ends sont passés et ça marche toujours pas. Enfin bon, voilà quoi. Encore une fois, aucune échéance, aucune perspective. Alors, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce que tout est négatif? La balance du positif et du négatif fait qu'au positif, force est de constater que malgré tout ça, eh bien, les robots continuent aujourd'hui à fonctionner efficacement, même si tout le reste fonctionne mal. En tout cas, les robots fonctionnent. Puisque moi, je vois au niveau des robots de mes filleuls et tout ça, quand je regarde tous les robots que je gère, je me rends compte que ça fonctionne. Alors, avec le rendement, lui, il n'a pas changé, mais le volume, lui, a changé. Il y a moins de publicité, mais ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien au niveau du travail des robots. Que il y a toujours eu des réunions et des interlocuteurs en face de nous. Ben, c'est-à-dire que quand quelque chose scam, ben, les gens ils disparaissent, ils plient bagages, le site il ferme. Bon, là, eh bien malgré tout ça, ben, faut reconnaître que ça continue à fonctionner. Il y a des réunions. On a en face de nous des interlocuteurs. Alors on les connaît pas, on va le voir, on ne sait pas qui ils sont, personne ne leur a jamais parlé, personne ne les a vus, mais ben, il y a des réunions régulièrement et il y a un support, ils répondent. Et puis, on a en face de nous aussi une entreprise qui continue à avoir des projets, malgré tous les blocages, malgré tous les problèmes. Ils ont annoncé donc la conférence fin janvier. Ils ont commencé la mise en œuvre de la carte cashback. Et puis, ils ont annoncé aussi la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Voilà, de mon point de vue, le côté les plus positifs de la situation au cours de tous ces 12 derniers mois qui se sont écoulés. Côté négatif, ben, c'est surtout une communication catastrophique et arrogante. Hein. C'est-à-dire que ben, quand les réunions ont lieu, très souvent, il n'y a aucune justification, aucune explication, aucune échéance n'est donnée, des réponses évasives, et voire hors sujet. Des mensonges par omission, hein, je parlais tout à l'heure du blacklistage, voilà, ils oublient d'en parler, quoi.
des échéances quand elles sont données, parce qu'en face on leur demande, quand ils sont acculés, ils en donnent, mais en fait ils en ont rien à faire parce qu'ils ne les tiennent pas, et puis ils donnent aucune explication derrière. Une communication par email uniquement, parce que on ne connaît personne de l'entreprise. Et personne n'a eu un échange par oral ou visuel avec l'entreprise. Même les gens qui participent aux réunions, hein, les fameux pseudo-leaders, là, voilà, personne n'a jamais échangé, ne serait-ce que téléphoniquement, avec qui que ce soit. Les Eugène, les Georges, on ne sait pas qui ils sont. Peut-être que c'est des Georgina ou je sais pas qui, et au lieu d'être des Georges, Eugène, c'est peut-être je sais pas qui. Enfin voilà, les échanges se font par email, a priori. Les réunions en période de blocage sont très attendues, hein. Tout le monde attend toujours ces réunions avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes. Et puis au final, à chaque fois, on se rend compte que c'est des réunions stériles pour rien dire et qui sont frustrantes, quoi. Et tout ça, ça contribue à miner la confiance et donc à ne pas aider tous ceux qui veulent parrainer, quoi. Donc voilà pour le côté positif. Et oui, en fait, oui aussi, j'ajouterais que il y a aussi un autre sentiment qui se dégage de tout ça, qui est le sentiment de manque de maîtrise, et puis du projet, du logiciel, de tout, quoi. Et puis qu'il navigue à vue. En fait, il est incapable de donner une échéance, il ne savent pas combien de temps il y a, etc. Donc voilà pour les côtés négatifs. Voilà. Alors, face à cette attitude et puis à ce fonctionnement entre guillemets aléatoire et chaotique qu'on a pu constater en 2021, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut pas, parce qu'on parle d'e-marketing, mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, le concept. Le concept est comment dire, sa matérialisation, le logiciel lui-même. Et puis d'un autre côté, l'entreprise, c'est-à-dire ses dirigeants, son management, quels sont leurs objectifs. Bon, voilà. Alors, côté concept, il faut pas investir dans le marketing pour vouloir devenir riche du jour au lendemain, mais l'utiliser pour améliorer son quotidien et ne pas surinvestir. Il faut investir que ce qu'on est prêt à perdre et ce qu'on peut se permettre de perdre. On l'a dit à plusieurs fois. Et puis, bien sûr, être responsable de ce qu'on fait, de son investissement, quoi. Ne pas chercher je ne sais quelle responsabilité chez un tel ou un tel parce qu'il a dit qu'il fallait investir, quoi. T'investis, t'es responsable de ce que tu fais, quoi. Voilà, c'est le minimum. Et puis, s'en foutre un peu de savoir comment ça marche et si ça va durer, quoi. À partir du moment où ton risque est maîtrisé, où tu investis en maîtrisant ton risque, eh bien, il n'y a pas à se poser tout ce genre de questions. Et là, le concept que je trouve génial. C'est un concept que personnellement je trouve génial. Concernant l'entreprise, il faut pas oublier une chose, c'est que il faut pas voir e-marketing comme une poule aux œufs d'or qui va fonctionner toute la vie avec des garanties comme un POA ou une banque. C'est pas ça e-marketing. E-marketing, c'est pas une entreprise qui a pignon sur rue, qui a des documents de statut, non, e-marketing, c'est un investissement risqué et puis qui peut s'arrêter à tout moment. Il faut bien en être conscient de ça quand vous investissez. Il faut toujours donc être habité par le doute vis-à-vis d'un marketing. L'entreprise, effectivement, peut disparaître demain. On ne sait rien d'un marketing et personne n'a jamais rencontré ni parlé avec qui que ce soit chez AI Marketing. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette fameuse conférence suscite beaucoup de curiosité parce que tout le monde est anxieux et dans l'attente de pouvoir enfin rencontrer des gens de chez AI Marketing, puisque personne ne les a jamais vus ni parlé avec eux. Et puis pas oublier que il faut se diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans e-marketing. E-marketing est génial, e-marketing est quelque chose de vraiment extraordinaire, mais voilà, comme je dis, ça peut disparaître du jour au lendemain et il faut penser à se diversifier. Conclusion.
est-ce qu'il faut brûler à e-marketing? Est-ce qu'il faut continuer à investir? Est-ce qu'il faut continuer à y croire? Alors, moi, je vous donne, c'est mon point de vue, hein, encore une fois, vous pouvez tout à fait voir les choses autrement. Moi, au vu de tout ça, et de tout ce qu'on nous a plus ou moins expliqué, moi je pense que le concept semble fiable et avéré maintenant. On sait qu'e-marketing travaille avec des agrégateurs, on connaît les agrégateurs, ça a été dit, redit, démontré. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est si les gens d'e-marketing le sont, s'ils sont fiables, on ne les connaît pas. On ne connaît pas non plus leurs intentions. Donc, d'un côté, comme je vous l'ai dit, c'est le concept, le système semble faire du sens, semble fiable. Par contre, l'entreprise, c'est la grosse inconnue. Ensuite, si j'admire le concept, que je trouve, donc je vous l'ai dit, génial, et qui fait sens, qui est facile à comprendre, je n'ai en revanche personnellement aucune estime pour l'entreprise, pour ses dirigeants, pour ses managers. Le seul mérite que je peux leur reconnaître et que j'admire chez eux, c'est l'idée qu'ils ont eue de créer ce système et de le réaliser. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais en tant que gestionnaire et gestionnaire vis-à-vis de leurs clients, non, je trouve qu'ils sont très mauvais, très 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 mauvais. Mais bon, voilà, faut le savoir. Ensuite, je pense aussi que e-marketing nous donne la chose qui à mes yeux est la plus précieuse, c'est-à-dire du temps. Pas l'argent, c'est du temps. C'est-à-dire que e-marketing vous permet de gagner de l'argent, mais sans que cela nécessite d'épuiser dans votre temps. Et du coup, les moyens que vous donne e-marketing vous permettent de remplir ce temps en émotion et avec du sens. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez e-marketing. C'est le fait que il vous donne du temps. Il vous demande pas de temps pour investir et pour gagner de l'argent. Vous voyez? Et si jamais on a la chance que ça fonctionne de manière prolongée, oui, ça peut vous changer la vie. Mais en attendant, faut quand même tenir compte de toutes ces incertitudes. Je trouve qu'e-marketing aussi est quelque chose de très bénéfique à condition d'investir de façon à pouvoir rester pragmatique et serein. L'effet manège, entre parenthèses, ça veut dire que, vous savez, les manèges, si vous allez à la foire du trône, si vous montez sur un petit cheval, vous n'aurez pas les mêmes sensations que si vous montez sur, je sais pas, le truc du saut à l'élastique, la grande roue qui se balance dans tous les sens, vous aurez des émotions là. Avec e-marketing, c'est un peu ça, c'est un manège à émotions. Quand vous montez dedans, on l'a vu au cours de cette année 2021, on l'a vu, il y a des émotions. C'est pas un petit investissement pépère tranquille. Hein, si vous êtes dans l'optique d'un petit investissement tranquille, faut pas aller sur e-marketing parce que croyez-moi, ça va secouer. On l'a vu tout au cours de cette année 2021, ça secoue. Ça rapporte, mais ça secoue. Voilà. Et il faut pas se laisser envahir justement par les émotions ni positives, c'est-à-dire avoir un excès de confiance, mais pas non plus négatives, c'est-à-dire l'inquiétude au moindre fait et geste de je sais pas quel couillon qui va venir crier au scam ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Mais pour faire ça, il faut investir de façon à pouvoir rester pragmatique, ne pas surinvestir, par exemple. Et puis, je dirais aussi, il faut pas confondre investissement avec morale et droit. C'est un investissement risqué, le marketing. On l'a dit. C'est risqué, ça secoue, mais en contrepartie, ça peut rapporter gros en peu de temps et avec peu de moyens. Et pour terminer, en fait, pour résumer un petit peu ma pensée, je dirais que pour investir dans e-marketing, il faut un petit peu avoir la psychologie du fou. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu le tarot. En tarot, il y a le fou. Et en fait, la psychologie du fou, c'est être un peu inconscient, être capable de tourner le dos au passé, à ses croyances, et puis accepter de partir vers l'inconnu, vers l'aventure et l'innovation.
et avancer vers un futur incertain avec ce qu'on a dans sa besace. Vous voyez, le fou, il a une petite besace, là, on le voit, il part cul nu, et hop, et il part à l'aventure. Et puis, en espérant y trouver, dans ce futur incertain, son bonheur, entre guillemets, et une réponse positive à ses espérances. Si vous n'avez pas cet état d'esprit-là, laissez tomber e-marketing. Mais si vous l'avez, si vous l'acceptez, bah, ça peut, si ça fonctionne encore un peu de temps, ça peut être intéressant. En fait, je dirais que pour investir dans e-marketing, il faut presque avoir le même état d'esprit qu'e-marketing lui-même. Vous voyez? Quand on regarde le parcours 2021 d'e-marketing, c'est un peu ça en fait. C'est une sorte de psychologie du fou. On voit bien qu'ils ont fait une feuille de route, mais qu'ils n'ont rien tenu de cette feuille de route, et qu'ils ont l'impression qu'ils maîtrisent rien, qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, et qu'ils règlent les problèmes au fur et à mesure qu'ils les rencontrent, mais qu'ils ont du mal à se projeter et à savoir où ils vont et de quoi est fait leur futur. Donc voilà, c'est là ce que j'appelle moi la psychologie du fou. Et il faut bien vous mettre dans la tête, en tout cas c'est mon avis, c'est mon point de vue, il faut un peu avoir cet esprit de la psychologie du fou. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de bilan, hein. Donc comme d'habitude, je vous donne les recommandations habituelles, hein, de tous mes conseils. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, pour vos likes. Continuez, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide à avancer. Et puis peut-être que d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, je vous réserverai une petite surprise. J'essayerai de faire un petit truc original pour vous donner mes perspectives pour 2022. Mais bon, on n'en est pas là. C'est un petit kiff. Voilà. Merci à tous et puis bonne fête de fin d'année. Et j'espère que avant la fin de l'année, ils débloqueront les retraits afin que le Père Noël puisse peut-être passer un peu plus généreusement pour beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes. À bientôt.